Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce dimanche matin pour évoquer de nombreux sujets qui sont dominés, vous concernant en tout cas, par cette dernière semaine de campagne, dernière ligne droite pour cette élection à la présidence de l'UMP. Les militants voteront dans une semaine exactement, le dimanche 18 novembre. François Fillon est sorti du Val-de-Grâce il y a quelques jours. Il a tenu son premier meeting de sortie d'hôpital, si je puis dire. C'était à la Grande Motte hier, donc une première question le concernant. Comment va l'ancien Premier ministre aujourd'hui ? Oh, il va bien, vous savez, tout le monde sait que les calculs rénaux c'est bénin, que c'est douloureux, mais tout le monde sait aussi à quel point François Fillon est courageux et endurant, et il l'a prouvé en repartant en campagne dès hier, à la Grande Motte, mais aussi à Valence, où il a tenu son deuxième meeting de la journée. Mais Madame Pécresse, François Fillon, il a eu sa sciatique à Versailles, on l'a vu arriver au Congrès en béquille. En juillet, on l'a vu à nouveau en béquille parce qu'il s'était cassé la jambe. Il a eu des coliques néphrétiques en octobre. Il vient de faire des calculs rénaux. Est-ce que tout cela ne donne pas une image de faiblesse ? La vérité, c'est qu'il faut lire son programme et se rendre compte à quel point François Fillon est déterminé à faire de l'UMP un véritable parti d'alternance et à nous faire regagner dans les urnes dès 2014. Je crois qu'il est l'homme de la reconquête, l'homme qui peut faire gagner l'UMP, parce qu'il est le seul qui peut rassembler une majorité de Français autour des idées de l'UMP. Alors face à lui, il y a l'actuel secrétaire général du parti, Jean-François Copé. Jean-François Copé qui a déclaré que la campagne de cette élection primaire a été faite autour de ses propositions uniquement. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je n'ai pas vu beaucoup de propositions dans cette campagne. J'ai vu en revanche deux lignes politiques. Très clairement, il y a d'un côté Jean-François Copé qui souhaite faire de l'UMP un parti protestataire, un parti d'opposition, et de l'autre côté, il y a François Fillon qui souhaite faire de l'UMP un parti d'alternance, un parti de projet, un parti qui va proposer un projet de redressement national à la France. Et moi, je souhaite que l'UMP soit un parti d'alternance et pas un parti uniquement protestataire comme le Front National ou le Front de gauche. Aujourd'hui, on a des interviews croisées de François Fillon dans Le Parisien, de Jean-François Copé dans le Journal du Dimanche. Tous les deux s'égratignent sérieusement, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, la réconciliation est-elle possible le 18 novembre au soir ? Et il y a deux lignes politiques, c'est normal qu'il y ait un choix. La question que les militants doivent se poser pour élire leur président, c'est qui est le mieux à même de nous faire regagner dans les urnes. Et je crois qu'à cette question, la réponse, c'est François Fillon, parce qu'il est le seul qui peut à la fois rassembler, aller chercher les électeurs qui ont voté FN, autour d'un certain nombre de propositions fortes, mais sans perdre le centre, c'est-à-dire sans rétrécir l'UMP, ce qui serait la défaite assurée. Alors, si François Fillon fait toute sa campagne sur le rassemblement, vous comprenez bien que ce n'est pas pour rétrécir l'UMP au lendemain du 18 novembre, au lendemain de sa victoire. Si François Fillon gagne, il l'a dit, il tendra immédiatement la main à Jean-François Copé, il rassemblera sa famille avant de rassembler les Français. Mais il lui tendra la main, ça veut dire quoi ? Il lui proposera un poste défini dans l'organigramme du parti ? Ah, mais c'est évident que Jean-François Copé aura toute sa place dans l'équipe de direction de l'UMP. Nous avons besoin de tous les talents. Je vous l'ai dit, l'objectif de François Fillon, c'est d'engager la reconquête par les urnes. Parce que c'est par la légitimité du suffrage universel que nous reconquérerons le pouvoir. Et ça commence dès janvier 2013. Si François Fillon est élu, vous le savez, je serai secrétaire général du parti. Je me suis engagé à donner le pouvoir aux militants, à organiser des référendums réguliers pour qu'ils se prononcent sur la ligne politique du parti et surtout à préparer avec eux les municipales de 2014. Je me suis engagé à aller dans toutes les fédérations d'ici juin 2013 pour repérer les talents, organiser les oppositions et engager les municipales, le combat des municipales. Alors précisément, Valérie Pécresse, vous parlez du pouvoir des urnes. On sait que ce ne sont pas les sympathisants, mais les militants qui vont voter, alors que tous les sondages qui montrent François Fillon en tête sont généralement le reflet de l'inverse, à savoir que les sondages portent sur les sympathisants et pas précisément sur les militants. Est-ce que vous êtes néanmoins confiant de votre côté en la victoire de François Fillon toujours ? Et ce que veulent les militants de l'UMP, c'est faire gagner leurs idées et faire gagner la France. Ils savent que François Hollande emmène le pays dans le mur. Pour faire gagner leurs idées et faire gagner la France, peuvent-ils se priver à la tête de l'UMP de l'homme politique le plus populaire, le plus crédible, celui en
en qui les Français placent leur confiance. On est en pleine crise, les Français sont déboussolés. Ils ont besoin de repères, ils ont besoin d'un cap, ils ont besoin d'un plan de redressement national qui est celui que propose François Fillon. Produire en France, une Europe qui protège, la fierté d'être français. Ça, c'est le programme de François Fillon et je vous assure qu'il est à la fois ferme et serein. Alors justement, vous parlez d'homme le plus crédible. Eh bien, si vous avez vu le journal du dimanche aujourd'hui, à nouveau, 64% des sympathisants UMP souhaitent une candidature de Nicolas Sarkozy en 2017. Alors, est-ce que ça veut dire qu'aucun des deux candidats d'aujourd'hui ne parviennent à convaincre de leur crédibilité ? Je ne crois pas que ça ait quoi que ce soit à voir avec l'élection de la semaine prochaine. L'élection de la semaine prochaine, c'est qui sera le porte-étendard de la droite pour les municipales de 2014. Oh oui, mais enfin, on sait bien que c'est aussi pour 2017. Quel est le président de l'UMP, pardon, Nadège Pulja, quel est l'homme dont les Français veulent voir le visage pour gagner aux élections municipales. Et je suis désolée de vous dire que quand je pose cette question, que ce soit dans le Val d'Oise, que ce soit en Midi-Pyrénées ou que ce soit en Auvergne, à tous ceux qui ont envie d'aller aux municipales de 2014, eh bien la réponse est unanime. Celui qui rassemble le plus, celui qui les fera gagner aux municipales, c'est François Fillon. Alors après, il y a la question des présidentielles de 2017. On n'en est pas là. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a choisi de se mettre en retrait de la vie politique, mais François Fillon a été très clair. Si Nicolas Sarkozy est le mieux placé pour faire gagner notre famille politique en 2017, il sera derrière Nicolas Sarkozy. Et il attend de Jean-François Copé que si c'est lui qui est le mieux placé, François Fillon, eh bien Jean-François Copé soit derrière lui. Alors justement, vous parliez des municipales de 2014. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que François Fillon se présentera aux municipales de 2014 à Paris ? Je vous ai dit que nous voulions faire une révolution démocratique à l'UMP parce que au fil des rencontres avec les militants, moi j'en suis à peu près à ma 100e réunion militante depuis 3 mois, au fil de ces rencontres, j'entends des militants qui nous disent si vous nous aviez davantage écoutés, si le parti fonctionnait mieux, si nous avions davantage de pouvoir, eh bien nous voulons donner le pouvoir aux militants. Et pour donner le pouvoir aux militants, nous devons leur donner aussi le pouvoir d'approuver les candidatures aux municipales. Nous, contrairement à ce qui se faisait auparavant, nous n'imposerons pas de candidat au municipal à Paris. Nous ne désignerons pas d'en haut celui qui est le meilleur et le mieux à même de gagner Paris. Nous ferons des primaires militantes à Paris et nous permettrons aux militants de se déclarer et de choisir. Donc ce n'est pas à moi de vous dire qui sera le candidat à Paris, c'est aux militants de choisir. Alors, un autre sujet, si vous le voulez bien, cette semaine a été riche en remises de rapports. Lundi, c'est le rapport Gallois qui a été remis au Premier ministre. Vendredi, c'est le rapport Jospin sur la rénovation de la vie politique qui a été remis au chef de l'État. L'ancien Premier ministre a fait plusieurs propositions et parmi les grandes mesures de ce document, il y a cette dose de 10% de proportionnel pour les élections législatives. Votre ancien collègue de gouvernement, Alain Marleix, dit que c'est un redécoupage qui est en faveur de la gauche. Vous en pensez quoi, vous ? Je pense que le rapport Jospin est marqué par la tentation de la République des partis. Lionel Jospin lui-même n'a jamais été maire, il n'a jamais été élu d'une grande collectivité, il n'a toujours eu qu'un maigre mandat de conseiller général. Il ne se rend pas compte de la force et de la puissance que donne à un élu de la République le vote au suffrage universel sur un territoire et l'ancrage territorial. Et ça, je le regrette parce que on va faire une classe politique d'apparatchiks, de professionnels de la politique. Ça va éloigner les hommes politiques des problèmes quotidiens des Français et ça va, rendre plus abstrait le débat politique. Alors Alain Marleix a raison de dire que en faisant cette proposition, en plus il y a des arrière-pensées politiciennes de la part de Lionel Jospin. Une des arrière-pensées, c'est évidemment qu'on va permettre aux socialistes de redécouper la carte électorale à leur profit. Alors, vous dites que ça coupera les hommes politiques des Français, mais il y a pourtant aussi cette proposition de parrainage citoyen pour tout candidat à l'élection présidentielle, justement, en tout cas si on en croit ce rapport, pour ouvrir les possibilités de candidature. Il y a également, et ce n'est pas la moindre mesure proposée, le non-cumul des mandats. Est-ce que vous voterez ces mesures précisément quand elles seront en principe présentées devant le Parlement l'année prochaine ? Écoutez, sur la question des 150 000 signatures citoyennes, il faut vraiment qu'on teste cette mesure avant de la voter, parce qu'il n'est pas question d'avoir 50 candidats à l'élection présidentielle non plus. Et jusqu'à présent, la barrière des 500 parrainages n'a jamais empêché un grand candidat
sérieux de se présenter à l'élection présidentielle. On a toujours plutôt eu beaucoup de candidats à l'élection présidentielle que trop peu. Donc moi, personnellement, je pense qu'il faut qu'on teste cette mesure pour en voir l'impact et vérifier que ça ne va pas permettre d'avoir des dizaines de candidatures farfelues à l'élection présidentielle. Mais je ne suis pas hostile si j'ai une étude d'impact qui me prouve que ça permettra un nombre raisonnable de candidatures. Et quant à l'interdiction absolue du cumul, je crois que c'est une mesure trop rigoureuse. Là encore, je pense que ça va créer une caste d'apparatchiks de la politique qui seront déconnectés des mandats locaux. Moi-même, je ne suis pas présidente d'un exécutif local et je ne souhaite pas cumuler mon mandat de député avec un mandat d'exécutif local parce que je souhaite me consacrer à la politique nationale. Mais néanmoins, je vois bien que mon mandat de conseillère régionale est un mandat qui enrichit considérablement ma vision des choses. Quand je vais en Seine-Saint-Denis, quand je vais en Essonne, quand je vais en Seine-et-Marne, je vois des réalités qui sont différentes de celles de ma circonscription. Nadège ? Alors, François Hollande ne cesse de dégringoler dans les sondages. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour renouer avec les Français ? Je crois que les Français ont clairement l'impression qu'ils n'ont pas de président de la République. Alors c'est évident que ça ne favorise pas la popularité de François Hollande dans les sondages. On a l'impression qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Et le dernier épisode, ça a quand même été le revirement du gouvernement sur la question de la TVA anti-délocalisation. Puisque moi j'ai vécu ce débat surréaliste de un mois au Parlement, puisque je portais le projet de TVA anti-délocalisation du gouvernement Sarkozy-Fillon. J'ai porté ce projet. Et j'ai entendu M. Cahuzac et M. Moscovici m'expliquer en boucle qu'il n'y avait pas de problème de coût du travail, qu'il ne fallait pas baisser les charges sur les salaires et qu'il ne fallait pas augmenter la TVA parce que c'était injuste. Et je vois arriver le gouvernement aujourd'hui avec, j'allais dire, une mauvaise copie de la formule originale, l'usine à gaz du crédit d'impôt dont on n'a toujours pas compris comment il allait fonctionner, et un crédit d'impôt extrêmement complexe à manier pour les entreprises qui leur permettra peut-être en 2014 de bénéficier d'une baisse des charges et en contrepartie une hausse de la TVA non plus sur des produits massivement importés, la TVA à 19,6, mais une hausse de la TVA à 7, c'est-à-dire une hausse de la TVA sur tous les services produits en France, la restauration, la rénovation des bâtiments, ou bien le transport ou les services publics. Et vous attendez quoi de sa conférence de presse de mardi ? Il va peut-être nous expliquer exactement ce qu'il va faire. Oui, c'est ça que je pense tous les Français attendent, qu'il fixe un cap à la France et qu'on comprenne, au-delà des dépenses supplémentaires qu'il a engagées, au-delà du suicide fiscal qui caractérise le budget 2013, qu'on comprenne où va la France et quelle est fondamentalement la direction que compte lui imprimer Hollande. Mais on est peut-être un petit peu impatient aussi, surtout dans les médias, parce qu'après tout, le président Hollande dit « Mon mandat, il est de 5 ans, il n'est pas de 5 mois ou de 6 mois ». Mais je comprends bien sa volonté de s'inscrire dans la durée, et elle est tout à fait logique et respectable. Il a raison, il a gagné dans les urnes, il a 5 ans devant lui, c'est vrai. Mais vous comprenez bien que donner du temps au temps ne suffit pas à fixer un cap. Et le problème des Français, c'est qu'ils veulent connaître la direction. François Hollande a commencé par leur dire « Je vais augmenter les dépenses, ça ranimera la croissance. Je vais recruter des professeurs, augmenter le SMIC, mettre la retraite à 60 ans, augmenter l'allocation d'entrée scolaire, ça va ranimer la croissance. La croissance est à zéro, le chômage ne cesse d'augmenter. » Ensuite, il leur a dit « Je vais augmenter les impôts pour réduire le déficit. » Mais réduire le déficit, c'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est l'emploi, c'est la croissance, c'est le dynamisme économique. Aujourd'hui, il nous dit finalement je vais faire un pacte de compétitivité. Moi, je comprends que les Français aient le tournis, je comprends qu'ils ne comprennent, qu'ils ne voient pas la direction du gouvernement. Parlons, si vous le voulez bien, à présent d'Europe Écologie Les Verts, Valérie Pécresse, puisque Jean-Vincent Placé, qui est le président du groupe écolo au Sénat, s'est demandé cette semaine très clairement, et en tout cas quasi officiellement, quelle était la place des Verts aujourd'hui au gouvernement. Est-ce que vous n'y voyez pas une question un peu dérangeante pour l'exécutif, parce que ce n'est pas vraiment le premier couac sérieux entre les Verts et Jean-Marc Ayrault et François Hollande directement. Donc la question est claire, est-ce que selon vous, les Verts ont toujours leur place dans le gouvernement? Écoutez, la majorité de François Hollande est très fragile. On l'a vu avec les communistes qui ont voté contre 2 textes majeurs du gouvernement. On le voit aujourd'hui avec les Verts. Le ciment de l'anti-sarkozysme n'existe plus. Donc évidemment, la majorité se fissure. Mais moi, si vous me demandez vraiment le fond de ma pensée, je vous dirais que la présence des Verts au gouvernement est nocive
pour la France. Parce que, à cause de l'accord PSVR, François Hollande vient de refuser d'ouvrir des recherches sur des modalités propres d'exploitation des gaz de schiste. Or, on sait, et le rapport Gallois vient de le dire, que ces sources d'énergie des gaz de schiste peuvent à terme représenter un formidable atout pour la croissance économique de la France. Alors, il ne faut pas les exploiter avec des méthodes polluantes comme celles qui existent aujourd'hui, mais faire dire au gouvernement socialiste que la recherche sur des méthodes propres est interdite uniquement parce qu'il y a un accord de gouvernement PS Vert, c'est vraiment de l'obscurantisme et c'est vraiment de l'anticroissance. Est-ce que Jean-Vincent Placé, finalement, ne veut pas tout simplement entrer au gouvernement ? Oh, tout le monde connaît ici l'ambition dévorante de Jean-Vincent Placé. Moi, j'ai siégé avec lui au Conseil régional. Mais vous savez, si la politique de François Hollande doit se résumer à distribuer des hochets et des postes, alors je crois que la France va aller très mal dans les années qui viennent. Les Verts font vraiment l'actualité ces jours-ci, puisque depuis vendredi, le maire de Sevran, Stéphane Gatignon, est en grève de la faim. Il a planté une tente devant l'Assemblée nationale pour protester contre le manque de budget pour sa commune, qui n'est pas la plus riche de France, loin de là. Est-ce que, selon vous, Valérie Pécresse, faire cette grève de la faim devant le Palais Bourbon est la bonne méthode ? Moi, je ne crois pas à la politique spectacle. Je n'y ai jamais cru. Je pense que c'est franchement la négation de tout ce à quoi je crois. Moi, je crois à la démocratie, je crois à la concertation, je crois au dialogue. Je ne crois pas au rapport de force. Maintenant, je ne dis pas ici que la commune de Sevran n'est pas dans une situation dramatique. Maintenant, il faut s'interroger sur les responsabilités des élus de Seine-Saint-Denis, dont on sait bien qu'ils ont plongé ce département dans un gouffre financier sans fond en contractant des emprunts toxiques qui ont ruiné le département. Ce sont donc ces députés qui ont la responsabilité de la situation financière actuelle. C'est pas des députés, c'est le Conseil général de Seine-Saint-Denis qui est chargé de toute l'aide sociale, qui a contracté des emprunts toxiques par le passé et qui aujourd'hui ne peut plus faire face à ses engagements financiers. Vous savez, le département de Seine-Saint-Denis est un département qui est à la fois l'un des plus pauvres de France, plus exactement, qui comprend le plus de problèmes sociaux de France, et en même temps un département extrêmement riche en sièges sociaux et en ressources fiscales. Donc en réalité, il y a un potentiel fiscal en Seine-Saint-Denis, mais avec les emprunts toxiques qui ont été contractés, le département s'est mis dans une situation financière absolument apocalyptique. D'autant plus que Stéphane Gatignon dit lui-même qu'il y a de l'argent qui pourrait aller aux communes les plus pauvres comme la sienne. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous expliquer que l'argent public n'est pas correctement distribué ? Je vous dis surtout qu'il n'est pas correctement géré par les collectivités locales et que les collectivités locales doivent s'interroger aujourd'hui sur leur train de vie et sur la manière dont ils dépensent l'argent. Je ne vous parlerai pas de la région Île-de-France, bien entendu, qui se permet aujourd'hui, alors qu'en Seine-Saint-Denis, on ferme l'usine PS à Aulnay, qui se permet d'acheter 58 voitures fabriquées au Japon. Donc je crois ou qui se permet de délocaliser ces centres d'appel dans des pays du Maghreb. Je crois qu'aujourd'hui, les collectivités locales doivent réfléchir à dépenser mieux leur argent, ne pas le dépenser en dépenses somptuaires et le dépenser en produits fabriqués en France. Déjà, ça leur permettrait de faire face à leurs obligations. Pour finir, Madame Pécresse, on va parler justice, de la justice. L'ancien président Nicolas Sarkozy va être entendu par le juge Gentil à Bordeaux dans quelques jours sur le financement de sa campagne de 2007. Est-ce que cela vous surprend ? Vous savez, moi j'ai l'habitude, quand une procédure judiciaire est en cours, de ne jamais faire un commentaire sur une action judiciaire. Je crois un ancien président qui est entendu par un juge, c'est pas la première fois, c'est vrai, mais justement, c'est Madame curieux. Jacques, il y a deux choses. Il y a la procédure judiciaire et il y a le pouvoir législatif que j'incarne. Ces deux pouvoirs ne doivent pas interférer l'un sur l'autre. Pouvez-vous au moins ou néanmoins parler de Martine Aubry qui a été mise en examen dans l'affaire de l'amiante. C'est pour une affaire qui remonte il y a plus de 25 ans la concernant, alors qu'elle n'était encore que aux fonctionnaires. Certains ont critiqué cette décision de la justice, même les partis civils. Et vous ? Et moi, je ne critique pas la justice de mon pays par définition. Donc cette procédure doit suivre son cours. C'est vrai que c'est un peu tardif, ce jugement sur l'amiante, mais en même temps, il y a derrière des victimes de l'amiante qui veulent avoir toute la vérité et la clarté sur les responsabilités des uns et des autres.
Ce sera le mot de la fin. Merci Valérie Pécresse d'avoir accepté notre invitation. Le grand entretien est donc terminé pour cette semaine. Un grand entretien que vous pouvez réécouter sur notre site internet radio-rcj.info.